Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne d'Expatlang. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau type de vidéo et je vous rappelle tout de suite le principe. Vous m'envoyez dans les commentaires une question que vous avez sur la langue française, sur une règle de grammaire, la différence entre plusieurs mots ou des questions de culture et moi j'y réponds pour vous. Et aujourd'hui nous avons 4 questions, 2 questions de langue et 2 questions sur la culture française. Alors si vous êtes prêts les amis, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expatlang. Moi c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Nous allons tout de suite commencer avec la première question. Connie me demande « Bonjour Jean-Baptiste, merci pour vos vidéos. Est-ce que vous pourriez parler un peu de la différence entre faillir et presque ?» Alors Connie, merci beaucoup pour ta question, bonjour avant toute chose, et je dois avouer que quand j'ai lu ta question, j'ai dit « Bah ça c'est facile, la différence entre faillir et presque, l'explication ne posera aucun problème ». Eh ben en fait pas vraiment, la différence entre faillir et presque, elle n'est pas évidente à expliquer, et j'ai essayé de trouver la meilleure manière de l'expliquer, mais ce n'est pas une explication officielle, c'est celle que j'ai trouvée la plus facile pour distinguer les deux. Et si vous avez d'autres personnes qui parlent français autour de vous, n'hésitez pas à leur poser la question pour déterminer leur utilisation de faillir et de presque. Faillir et presque, ce sont deux structures en français qu'on utilise pour expliquer que quelque chose n'est pas tout à fait terminé. Et pour savoir dans quelle situation on peut utiliser l'un ou l'autre, eh bien on doit distinguer deux situations. La première situation, c'est lorsqu'on parle d'un processus. C'est-à-dire qu'on regarde une situation et on veut savoir si cette situation est terminée ou n'est pas terminée. Par exemple, imaginez que Connie me passe un coup de téléphone pour me poser une question. « Allô Jean-Baptiste, c'est Connie, est-ce que je te dérange ?» Et moi je dis « Ah, écoute, j'ai presque terminé de manger, vas-y, pose ta question. » Ça veut dire qu'il me reste peut-être une bouchée avant de terminer mon repas, mais je pourrais la terminer plus tard. On regarde ici le processus. Est-ce que la situation est terminée ou est-ce qu'elle n'est pas terminée? Et dans cette situation, on ne peut utiliser que le mot presque. On ne peut pas utiliser la structure faillir avec l'infinitif. Voilà donc pour la première partie. La deuxième situation, c'est lorsqu'on regarde un objectif. Donc là, on ne regarde plus si la situation est complète ou n'est pas complète, on regarde si j'ai atteint mon objectif ou si je n'ai pas atteint mon objectif. Par exemple, imaginez que vous courez un marathon. Vous courez toute la journée, vous faites vos 42 km, vous êtes le premier du peloton, mais quand vous arrivez à proximité de la ligne d'arrivée, quelqu'un vous passe juste à côté et arrive premier. Et dans cette situation, vous pouvez dire « j'ai presque gagné, mais au dernier moment, une personne est arrivée avant moi ». On pourrait aussi dire « j'ai failli gagner, mais dans cette situation, quelqu'un est arrivé avant moi ». Le verbe faillir, à l'origine, est un mot qui signifie échouer, c'est-à-dire ne pas réussir à faire quelque chose. Donc voilà pourquoi il est très fortement lié à cette notion d'objectif. Est-ce que j'ai atteint l'objectif ou est-ce que je n'ai pas atteint mon objectif? L'objectif peut aussi être négatif, c'est-à-dire représenter quelque chose de très négatif ou dangereux pour vous. Imaginez par exemple que vous sortez de chez vous, vous allez traverser la rue et à ce moment-là, un camion passe très rapidement devant vous et heureusement, au dernier moment, vous reculez et le camion ne vous renverse pas. Dans cette situation, vous pouvez dire « Oh là là, ce matin, j'ai failli être renversé par un camion. L'objectif, c'était de vous écraser. » Évidemment, je suis persuadé que ce n'était pas la volonté du camionneur de vous renverser, mais c'est le résultat, l'objectif de cette action. Et comme cette action ne s'est pas réalisée, mais il y avait vraiment juste une toute petite marge avant que l'action se réalise, eh bien vous pouvez dire « j'ai failli être renversé par un camion ». Le résultat n'est pas apparu. Voilà donc la deuxième situation dans laquelle on utilise « faillir ». Et ici, lorsqu'on parle d'un objectif qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas, eh bien, on peut utiliser « faillir » ou « presque ». Les deux sont parfaitement possibles.
Voilà Connie, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'essayer de trouver une explication beaucoup plus claire. On passe maintenant à la deuxième question et cette question c'est Marina qui me la pose. Bonjour Marina et merci beaucoup pour ta question. Je vous lis la question. Quelle est la différence entre lieu, place et endroit? Merci. Il y a différents contextes dans lesquels on utilise ces trois mots, lieu, endroit et place, mais j'imagine Marina que ta question concerne la localisation, quand on parle de différentes positions dans l'espace. Si on parle de localisation, lieu et endroit, ce sont des synonymes. On les utilise exactement dans les mêmes situations. À savoir que lieu est peut-être un petit peu plus formel que endroit. Donc le lieu ou l'endroit, c'est la situation spatiale de quelque chose ou de quelqu'un et qui permet de le localiser. Par exemple, ce restaurant est dans un lieu magnifique ou dans un endroit magnifique. Ça signifie que la localisation de ce restaurant est très belle. Peut-être dans une forêt, peut-être dans un jardin, ça je vous laisse imaginer. Maintenant, si on regarde le mot place, le mot place représente une situation spatiale aussi, mais cette situation spatiale a une fonction spécifique. Elle sert à quelque chose pour un humain, une personne, ou pour des objets. Par exemple, lorsque vous êtes au cinéma, dans le cinéma, il y a différents lieux, différents endroits. Par exemple, la caisse, la salle de cinéma, la scène avec l'écran, vous avez aussi les toilettes et la salle d'attente. Mais dans le cinéma, vous avez différentes places. Et ces places, ce sont les sièges où la personne peut s'installer pour voir le film. Donc une place, c'est un endroit qui est spécialement fait pour accueillir une personne. C'est là qu'elle vient s'installer spécifiquement. Enfin, si on parle d'un objet, plus généralement, par exemple vos clés, lorsque vous arrivez chez vous, vous posez peut-être les clés juste à côté de la porte sur un petit meuble. C'est la place des clés. C'est-à-dire que c'est l'endroit qu'on a réservé pour placer les clés. D'ailleurs, on utilise le verbe placer. D'accord ? Donc si un matin vous devez partir au travail mais que vous ne trouvez pas vos clés sur ce petit meuble, vous pouvez dire « Ah, mes clés ne sont pas à leur place », c'est-à-dire dans l'espace qui est normalement réservé à ces clés. Voilà donc la différence entre endroit et lieu d'un côté et place de l'autre. J'espère Marina que la réponse est claire. Même chose que pour Connie, si ce n'est pas clair, mettez un commentaire en dessous de la vidéo et je donnerai des explications en plus. Nous en avons maintenant terminé avec les questions de langue et je vais répondre aux deux questions de Jacob sur la culture française. Jacob me demande « Et s'il te plaît, est-ce que tu pourrais répondre à une de ces questions ci-dessous ?» Et moi je vais répondre aux deux. La première question c'est « Est-ce qu'il est difficile de déterminer quand on est dans un contexte social si on doit tutoyer ou vouvoyer les personnes ?» La réponse est oui. Quand on est français, c'est assez difficile de savoir si on peut tutoyer ou si on doit vouvoyer une personne. D'une manière générale, la règle c'est quand on est dans un contexte formel, c'est-à-dire au travail, quand on parle avec un professeur à l'université, quand on arrive dans une administration pour poser une question, on utilise le vouvoiement. C'est une marque de politesse et c'est une manière de montrer qu'on respecte la personne avec laquelle on parle. Mais dans certaines situations, même dans un contexte formel, eh bien, on peut être amené à utiliser le tutoiement. Dans certaines entreprises aujourd'hui, si on dit « vous », on considère que « ah non, c'est beaucoup trop formel, c'est trop sérieux », on utilise le tutoiement. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect formel. Le problème, c'est qu'il y a aussi des questions culturelles en relation avec cela. En France métropolitaine, c'est-à-dire sur le territoire européen de la France, on vouvoie très fréquemment. Dans les situations où on ne connaît pas la personne très bien, on va très facilement utiliser le vouvoiement. Mais dans d'autres territoires, par exemple, je connais une personne qui vient de l'île de la Réunion, qui est aussi en France, mais qui se trouve au sud de l'Afrique, au sud-est de l'Afrique, eh bien, on tutoie les gens beaucoup plus facilement dans les magasins ou dans les lieux publics. Et les gens qui ne se connaissent pas se tutoient aussi très facilement. Donc la culture, eh bien, nous permet de déterminer si on peut tutoyer ou non une personne. Un autre critère qu'on peut utiliser, c'est l'âge. Si une personne est beaucoup plus âgée que nous et qu'on ne la connaît pas, eh bien, généralement, on la vouvoie. Mais imaginez que vous êtes dans une situation informelle, dans une fête où tout le monde a à peu près le même âge que vous, il y a une seule personne qui est assez âgée, eh bien, certaines personnes pourraient prendre la liberté de la vouvoyer et ce ne serait pas mal vu.
Tout dépend véritablement de la situation sociale. Enfin, il y a beaucoup de critères, mais je vais donner un quatrième critère, il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, c'est celui des valeurs personnelles. Certaines personnes, notamment quand ils rencontrent leurs beaux-parents, c'est très difficile de trouver le moment où on peut commencer à les tutoyer. Et donc on passe par une phase qui s'appelle le voutoiement. Donc, en général, ça signifie que quand on parle avec ses beaux-parents, on leur dit vous, mais de temps en temps, on va mettre une petite phrase avec tu. Par exemple, Françoise, est-ce que vous voulez un verre d'eau? Et au fait, est-ce que tu veux un peu de pain pour aller avec la sauce? Et dans cette situation, on a glissé un petit tu et on observe la réaction en face, savoir si la personne est choquée ou non. Dans beaucoup de familles, les beaux-parents finissent par dire « écoute, maintenant on se connaît depuis suffisamment longtemps, on peut se tutoyer ». Mais selon notre éducation et notre système de valeurs, eh bien on peut refuser ce tutoiement. Je connais des personnes qui considèrent que les beaux-parents, on leur doit le respect, et même si les beaux-parents disent « c'est bon, tu peux nous tutoyer », eux refusent de les tutoyer parce qu'ils considèrent que ce ne serait pas les respecter. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qui poussent à utiliser « tu » ou « vous », et c'est assez compliqué finalement de savoir dans quelle situation on utilise l'un ou l'autre. Attention, avec tout cela, toutes les règles que j'ai présentées s'appliquent principalement aux personnes qui vivent en France. Moi par exemple, j'ai grandi en France, je suis né ici, j'ai été éduqué en France, donc on attend de moi que je connaisse ces règles et que j'arrive à déterminer dans quelle situation je dois tutoyer ou vous voyez. Mais vous qui apprenez le français, qui n'avez pas grandi ici, vous n'avez pas la même pression sociale. Si vous utilisez « tu » à la place de « vous », en général, personne ne vous dira rien. Et les gens seront généralement très contents que vous parliez en français avec eux. Au travail, avec les professeurs ou dans l'administration, je vous recommande de toujours utiliser « vous ». Là, comme ça, vous serez sûr de ne pas faire d'erreur. Mais pour les gens que vous rencontrez en dehors de ces contextes, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Le mieux, c'est de poser la question. Personne ne vous jugera si vous demandez si vous devez tutoyer ou vous voyez une personne. Voilà pour la première question, Jacob. Et la deuxième question, est-ce que la bise est toujours aussi fréquente depuis l'épidémie du Covid? La réponse est non. La bise n'est plus aussi fréquente aujourd'hui qu'elle l'était avant le Covid, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, bien évidemment, après cette épidémie, les gens ont réalisé à quel point il était facile de transmettre des virus, des maladies, en faisant la bise à quelqu'un. Mais ce n'est pas tout. En réalité, la bise, c'est une pratique sociale qui est très profondément ancrée dans la culture française. Et elle était tellement profondément ancrée qu'elle en devenait obligatoire. Et il existe en France un grand nombre de personnes qui détestent faire la bise, mais qui, avant le Covid, n'osaient pas dire non de peur de vexer la personne en face. Et un autre problème, c'est que la bise, c'est une première partie du rite de salutation en France, mais cette bise peut aussi s'accompagner de gestes. Dans certains cas, on peut mettre la main sur l'épaule quand on fait la bise, et quand on connaît très bien la personne, on peut aussi mettre la main sur la hanche. Et ça reste des gestes qui sont très intimes et certaines personnes ne sont pas très tactiles et n'aiment pas qu'on les touche à des endroits qu'ils considèrent comme intimes. Donc, eh bien, le Covid, entre le risque de transmission des maladies et les personnes qui n'aiment pas cela, eh bien, on a diminué l'usage de la bise. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description, j'ai mis pour vous différents articles qui parlent de la pratique de la bise dans la société française. Voilà les amis, je suis très content d'avoir fait cette première vidéo. J'espère que tout est clair pour vous. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis!